Exercice 2, donc toujours EM Lyon 2019. C'est un exercice d'algèbre linéaire, assez classique, hein, pas de grande invention. Bon, de toute façon, les sujets EM Lyon, les sujets avec l'ICOM, les sujets DEC 1 sont quand même assez calibrés. Donc, un exercice, là aussi en plusieurs parties. La partie A. Première question, déterminer les valeurs propres de A. Ben, on a de la chance parce que A est triangulaire supérieur. Ces valeurs propres sont donc ces coefficients diagonaux. Donc le spectre de A, c'est 1, 1 demi, 2. C'est réglé pour cette première partie de la première question. Deuxième partie, justifier que A est inversible et diagonalisable. 0 n'appartient pas au spectre de A, donc A est inversible. Là aussi, une question on ne peut plus simple. Question suivante, diagonalisable, eh bien A admet trois valeurs propres distinctes et est de taille 3. Donc A est diagonalisable. Question 2. Déterminer une matrice D diagonale où les coefficients diagonaux sont rangés dans l'ordre croissant et une matrice P inversible telle que A égale P, D, P-1. La matrice diagonale, on l'a, hein, puisqu'on a les valeurs propres rangées dans l'ordre croissant, donc on va avoir 1, 1 demi et 2, ça ne nous pose aucun problème. Par contre, pour trouver la matrice P, il faut impérativement trouver les sous-espaces propres. Déterminons les sous-espaces propres de A. Eh bien, on va regarder ker de A moins l'identité, c'est-à-dire le noyau de 0, moins 1, 1, 0, moins 1 demi, 0, 0, 0, 1. Le noyau de cette matrice, donc si je me donne x, y, z appartenant à cet espace propre, on a moins y plus z égale 0, moins 1 demi de y égale 0, et z égale 0. D'où E1 égale vect de 1, 0, 0. Donc ça, on a un premier espace propre. Pas de difficulté. Deuxième espace propre. On s'intéresse à E2, c'est-à-dire le noyau. Il y a 2 comme valeur propre. Oui, on va faire 1 demi. Égale le noyau donc de A moins 1 demi multiplié par l'identité, c'est-à-dire le noyau de 1 demi moins 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, donc moins 2 moins 1 demi, ce qui va nous faire 3 demi. Soit x, y, z appartenant à E 1 demi, eh bien on a 1 demi de x moins y plus z égale 0. La deuxième ligne c'est 0 et 3 demi de z égale 0. D'où z égale 0 et y est égal à 1 demi de x. D'où E2, ça sera vect de, si je prends 1 pour x, j'ai 1 demi pour y et 0 pour z.
Passons à la matrice suivante. J'ai marqué E2, mais en fait, partout, évidemment, c'est E 1 demi. Donc, je vais juste marquer là. Pourquoi il ne veut plus que j'écrive? Ah. Voilà. Pour E2, c'est le noyau de A moins 2i, c'est-à-dire le noyau de moins 1, moins 1, 1, 0, moins 3 demi, 0, 0, 0, 0. Si je prends x, y, z appartenant à E2, on a moins x, moins y, plus z égale 0, 3 demi, moins 3 demi de y égale 0, et c'est tout. Nous, y égale 0, et si y 0, vous avez z égale x. Donc E2 sera vect de 1, 0, 1. Hop, hop, hop. Une fois qu'on a ces sous-espaces propres, eh bien on peut écrire notre matrice. On peut alors choisir... Alors pour D, on n'a pas trop le choix. Il faut les mettre, je crois, dans l'ordre croissant. Donc 1 demi, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Et P, donc la matrice de passage dans l'ordre qui va bien, donc 1 demi, on a 1, 1 demi, 0. Pour 1, on a 1, 0, 0. Et pour 2, on a 1, 0, 1. Voilà le choix que l'on peut faire pour ces matrices. Pour P, on a plusieurs choix, mais pour D, on n'en a qu'un seul. Notamment ici, on aurait pu mettre dans la première colonne 2, 1, 0 pour éviter le 1,5. Expliciter D-1, on a aussi D-1 égale... Alors, D-1, la matrice D est en diagonale, son inverse c'est l'inverse des coefficients diagonaux puisqu'ils sont non nuls. 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 demi. Voilà pour la matrice D et pour la question 2. Question 3, on note Q égale calculer Q carré. Bon, très bien. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, multiplié par la même chose. C'est-à-dire 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, c'est-à-dire l'identité. Q carré, c'est l'identité. En d'autres termes, on aura Q égale Q moins 1. Ça va probablement nous servir à un moment donné plus loin. Ensuite, calculer Q dQ. Donc on a 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. La matrice D qui est 1 demi, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2. Et à nouveau la matrice Q. 0, 1, 0, 1, 0, 0. Hop, hop. Je garde celle-là pour le moment. Multiplié par, quand on fait le produit ici, on va avoir 0. On va avoir 0. 0. Et ici, on va avoir 1 demi. Ensuite, la deuxième ligne. On va avoir 0. On va avoir 1. Et on va avoir 0. Et la troisième ligne, on va avoir 2. On va avoir 0. Et on va avoir 0. Bon, c'est-à-dire qu'en gros, on a les mêmes coefficients que D, mais sur l'autre diagonale de la matrice. Et donc, en refaisant ce travail, on va avoir 2, 0, 0,
0, 1, 0, 0, 0, 1 demi, et on retrouve D-1 en fait. Donc Q dQ est égal à D-1. Voilà pour cette question, rien de difficile, rien de folichon non plus, hein, c'est pas... Les questions de calcul, c'est pas les questions que je trouve les plus intéressantes. Montrer que les matrices A et A-1 sont semblables. Bon, qu'est-ce que l'on a vu? On a vu que Q, DQ était égal à D-1 d'après... d'après quoi? D'après la question 3. Or, d'après la question 3 toujours, Q est égal à Q-1, puisque Q multiplié par Q est égal à l'identité. D'où D-1 est égal à Q-1 dQ. D et D-1 sont semblables. C'est pas ça qu'on nous demandait exactement, mais ça va être un point de départ. Je vais multiplier à gauche par... est-ce que j'ai intérêt à faire ça? On a aussi, ça c'est vrai, mais on a aussi, pour plus de praticité, en multipliant à gauche par Q et à droite par Q-1, Q, D, -1, Q-1 est égal à D. D'où, en multipliant à gauche par P et à droite par P-1, PD, P-1 est égal à PQ, D-1, Q-1, P-1. C'est-à-dire que ça, en fait, c'est le produit PQ moins 1 est égal à PQ, D-1, PQ moins 1. On va parler de A et de A-1. Donc PDP-1, c'est la matrice A. A est égal à PQ D-1 PQ-1. Et il faudrait faire intervenir la matrice D-1. Or, qu'est-ce qu'on sait de D-1? Eh bien, A-1 est égal à P, D, P-1, moins 1, c'est-à-dire P, D-1, P-1. Ou en d'autres termes, et c'est peut-être plus intéressant, ou encore D-1 est égal, en multipliant à gauche par P-1, P-1, A-1P. Conclusion, il y a peut-être moyen de faire plus simple. Hein. A est égal à PQ, D-1 qui est P-1, A-1, P, PQ moins 1, c'est-à-dire PQ P-1, A-1, et ça c'est P-1 moins 1, P-1 moins 1, PQ moins 1, c'est-à-dire PQ P-1, A-1, PQP moins 1, le tout à la puissance moins 1. La matrice PQP-1 est inversible, évidemment. PQP-1 est inversible. Donc A et A-1 sont semblables. J'aurais peut-être dû partir... Ouais, il y a peut-être moyen de faire plus simple. Il y a sans doute moyen de faire moins de calculs en réfléchissant un petit peu plus. Là, j'y suis allé un peu comme une brute, mais ça fonctionne.
Partie B. On considère l'endomorphisme machin, expliciter la matrice M et montrer que M est inversible. Bon, bah allons-y. Hein. F de 1, 0, 0 est égal à 1, 0, 0. Très bien. Donc non seulement on remarque que F admet 1 comme valeur propre, associé au vecteur 1, 0, 0. C'est pas ce qu'on nous demande, hein, mais c'est une info qui va probablement nous servir un petit peu plus loin. F de 0, 1, 0 est égal à 0, 0, 1. Bon, là, malheureusement, on n'a pas d'info en termes de valeur propre. F de 0, 0, 1 est égal à 0, moins 1, 2. D'où la matrice de F dans la base canonique est égale à 1, 0, 0. Ensuite, ici, on va avoir 0, 0, 1. Et pour finir, 0, moins 1, 2. Voilà pour cette question. Montrer que M est inversible. La famille des vecteurs colonnes de M est libre. Parce que, à cause des zéros, tout simplement. Donc, M est inversible. Question d'après, 6A. Montrer que 1 est valeur propre et que U1, U2 est une base du sous-espace propre associé. Bon. F de U1 est égal à U1, donc 1 est valeur propre de F associé au vecteur propre U1. Très bien. F de U2, c'est quoi? C'est F de 0, 1, moins 1, c'est-à-dire 0, 1, moins 1, c'est-à-dire U2. Donc U2 est un autre vecteur propre de F associé à la valeur propre 1. Il n'est pas collinaire à U. Collinaire à U1, très bien. Si jamais E1 était de dimension 3, alors la matrice de F F n'aurait que 1 comme valeur propre, mais que 1 comme valeur propre. Et serait diagonalisable. Somme des dimensions des sous-espaces propres égale dimension de l'espace. En ce cas, M serait égal à l'identité
ce qui n'est pas le cas. Donc, dim de E1 est inférieur ou égal à 2. Or, U1, U2 est libre. Donc, dim de E1 est supérieur ou égal à 2. Par conséquent, la dimension de E1 est égale à 2. Et donc, U1, U2 est une base de E1. Une autre méthode était de chercher une base du sous-espace propre associé, mais là, je trouve ça plus élégant. Question C. Question B d'abord. Déterminer un vecteur U3 tel que f de U3 moins U3 égale U2. Bon, ben, voilà, soit U3 est égal à A, B, C. F de U3 moins U3 est égal à A moins B, B plus 2C, moins A, B, C, c'est-à-dire A moins A0, moins B, moins 2B, et B plus C. Et donc ça doit être égal à U2, c'est-à-dire à 0, 1, moins 1. On en déduit que U3 égale, alors que B est égal à moins 1 demi, et moins 1 demi plus C est égal à moins 1, donc C est égal à moins 1 demi aussi. Donc U3 doit être égal à ce que l'on veut pour A. Je vais choisir 0. Pour B, on a moins 1 demi. Pour C, on a moins 1 demi. Question C. Montrer que U1, U2, U3 est une base de R3. Montrons que U1, U2, U3 est libre. On se donne pour ça 3 coefficients tels que lambda U1 plus mu U2 plus gamma U3 est égal au vecteur nul. C'est-à-dire que on a donc lambda U1, lambda 1, 0, 0, plus mu 0, 1, moins 1, plus on a dit gamma 0, moins 1,5, moins 1,5. Égale 0, 0, 0. C'est-à-dire que on a lambda, on a mu moins 1 demi de gamma, et on a moins mu moins 1 demi de gamma égale 0, 0, 0. D'où lambda égale 0, mu moins 1 demi de gamma égale 0, moins mu moins 1 demi de gamma égale 0. Lambda égale 0, mu égale 1 demi de gamma, et pour ma ligne 3, je fais L2 plus L3, ce qui va me donner moins gamma égale 0, d'où lambda égale 0, gamma égale 0, et donc mu égale 0. U1, U2, U3 est une famille de 3 vecteurs, une famille, j'oublie le mot important, libre, de 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. Donc,
U1, U2, U3 est une base de R cube. Voilà pour la question 6. Question 7a. Écrire la matrice M1 de F dans la base B1, la matrice M2 de F dans la base B2. Très bien. Donc pour ça, il faut que l'on cherche F de U1, c'est U1, F de U2, c'est U2, et F de U3, c'est égal à U2 plus U3, puisque F de U3 moins U3 est égal à U2. D'où la matrice M1 de F dans la base M1, on va avoir ici 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Et la matrice dans la base F2, donc F de U1 est toujours égal à U1, F de moins U2 est égal à moins U2 par linéarité. Alors, hop est égal à moins F de U2 est égal à moins U2 par linéarité. F2, le dernier vecteur c'est U3, est égal donc à U2 plus U3, ça ne change pas, mais donc ça sera moins U2, moins 1, plus U3. D'où notre matrice M2, donc on va avoir 1, 0, 0, 0, 1, 0, et 0, moins 1, 1. Question 7b, justifier que les matrices M1 et M2 sont semblables. M1 et M2 sont deux matrices d'un même endomorphisme. Dans des bases différentes. Elles sont donc semblables. Un argument qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Question suivante. Calculer M1 et M2. Donc on a 1, 0, 0, 0, 1, 1 et 0, 0, 1 si je ne me trompe pas, multiplié par M2, 1, 0, 0, 0, 1, moins 1 et 0, 0, 1. Donc on multiplie entre elles deux matrices triangulaires supérieures, donc on sait déjà qu'on va voir les coefficients diagonaux, et ici 0 en dessous, puisqu'elles sont toutes les deux triangulaires supérieures. Il reste à calculer trois coefficients. Donc on va avoir ici 0, et ici on va avoir 0, et ensuite il nous reste ce coefficient là, donc 0, moins 1 et 1, ce qui nous fait 0. M1, M2 est égal à l'identité. Voilà pour cette question 7. En déduire que les matrices M et M-1 sont semblables, eh bien on remarque ici que M1 est égal à M2 moins 1 et que les matrices sont semblables.
Or, M1 et M2 sont semblables. Donc, il existe une matrice Q inversible telle que M est égal à M1 est égal à QM1 moins 1 Q moins 1. Bon. D'autre part, M et M1 sont semblables. Donc, il existe P inversible tel que M est égal à P M1 P moins 1. On a donc également M-1 est égal à P M1-1 P-1. D'où P donc P-1 M P est égal à M1 et P-1 M-1 P est égal à M1-1. D'où P-1 MP est égal à Q P-1 M-1 P Q-1. Je multiplie à gauche par P, à droite par P-1. M est égal à PQ P-1, M-1, PQ-1, P-1. Est-ce que je me suis pas trompé dans l'ordre? Non, ça a l'air ça. Or, PQP-1 moins 1 va être égal à PQ-1 P-1, d'où M et M-1 sont semblables. Question 8 et partie B terminée. Partie C, troisième exemple. 12 questions, c'est un exercice un peu long. Question 9. Justifier que la matrice T est inversible. Bon, est-elle diagonalisable? T est inversible car triangulaire sans coefficient nul sur la diagonale. T est-elle diagonalisable? T étant diagonale, étant triangulaire, ses valeurs propres sont ses coefficients diagonaux. Or, T n'a donc qu'une seule valeur propre, 1. Toute matrice
diagonalisable n'ayant qu'une seule valeur propre est un multiple de l'identité. Ce que T n'est pas. Donc T n'est pas diagonalisable. Remarquez que le nom est bien choisi, un T pour triangulaire. Question 10a. Calculez n au cube, i plus i3 plus n et i moins n plus n carré. Très bien. Bon, bah n au cube. Hein. Alors, n est égal à t moins i3, c'est-à-dire 0, 0, 0, moins 1, 1, 0, moins 1, 0, 0. N au carré, là aussi on a de la chance, on a des matrices qui sont triangulaires, donc on peut abréger un peu les calculs. Et on n'a que 3 coefficients à calculer, ce qui va un petit peu plus vite. Donc on va avoir 0, 0, 0. Ici on a 0. Ici on a 0. Et il n'y a que le coefficient ici. 0, 1, 0. Donc on a ça. Et donc on va avoir n au cube. Toujours pareil, c'est des triangulaires. Donc 3 coefficients à calculer, mais ici on multiplie par une colonne de 0. Ici, on multiplie par 0 et 0, 0, 0, ça nous fait la matrice nulle. N cube, c'est la matrice nulle. C'est réglé. Ensuite, i3 plus n, facteur de i3 moins n plus n carré. Ouf. i3 plus n, facteur de i3 moins n plus n au carré. i3 plus n, c'est la matrice T en fait. Hein. T multiplié par i3 moins n plus n carré. Alors, i3 moins n plus n carré. i3 moins n, donc 1 moins 0, 1 moins 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, plus n carré. On peut faire le calcul de tête, mais il est un petit peu tard. 1, moins 1, 1, 0, 1, moins 1, 0, 0, 1, multiplié donc par cette matrice qui vaut 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. C'est-à-dire qu'on a une matrice, là aussi triangulaire. Ça, c'est réglé. Il nous reste 3 coefficients à calculer. Donc 1, moins 1, 0. Ici, on a 0. 0, moins 1 plus 1, 0. Et ici, 0, 0. C'est l'identité. Donc i3 plus n, facteur de i3 moins n plus n carré est égal à i3. Question B. En déduire que
t-1 en fonction de... Ben, c'est facile, hein. On a donc t facteur de i3 moins n plus n carré est égal à i3, d'où t-1 est égal à i3 plus i3 moins n plus n carré. J'aurais pu mettre en déduire dans la même question, parce que c'était vraiment pipeau une fois qu'on avait fait tout le travail. Question suivante, question 11. On note G l'endomorphisme dont la matrice c'est n, justifier qu'il existe un vecteur u tel que G rongé de u est différent de 0 et G rongé de u est égal à 0. On sait que n cube est égal à 0 et n carré différent de 0. Donc, comme n carré différent de 0 et que n carré est la matrice de G rongé dans la base canonique, il existe U appartenant à R3 tel que G rongé de U est différent de 0. Et n cube est la matrice de G rongé dans la base canonique. Donc pour tout V appartenant à R3, G rongé de V est égal au vecteur nul. C'est donc le cas pour ce vecteur U. Conclusion. Il existe U appartenant à R3 tel que G rongé de U est différent de 0 et G rongé de U égale 0. Pour montrer que la famille B3 est une base de R3, montrons que cette famille est libre, par exemple. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'il faudrait pas mieux montrer qu'elle est génératrice? Je ne sais pas. Soit lambda mu gamma appartenant à R3 tel que lambda G rongé de U plus mu G de U plus gamma U est égal au vecteur nul. On compose par G. Donc on a lambda G rongé de U plus mu G rongé de U plus gamma G de U est égal au vecteur nul, et ça c'est égal au vecteur nul. On recompose par G. On a donc mu G rongé de U plus gamma G rongé de U est égal au vecteur nul, d'où, même chose, hein, gamma G rongé de U est égal au vecteur nul. Or, G rongé de U est différent de 0, donc c'est gamma qui vaut 0. On revient un cran avant, on a alors mu G rongé de U qui vaut 0, puisque gamma vaut 0, et d'où mu égale 0. Et on revient à la première ligne, et aussi lambda G rongé de U égale 0, d'où lambda égale 0. Donc, B3 est une famille libre de 3 vecteurs dans un espace de dimension 3. Ça en est une base.
B3 est une base de R cube. Question C. Écrire la matrice de G dans la base B3. Bon. Posons, pour que ce soit plus simple à expliquer, U1 est égal à G rongé de U. U2 est égal à G de U. Et U3 égale U. Alors pourquoi? Pour que ce soit plus facile à expliquer, parce que pour avoir la matrice, il va falloir que je calcule G de U1. G de U1, c'est G rongé, c'est G de G rongé de U, c'est-à-dire G rongé de U, c'est-à-dire le vecteur nul. Ça, c'est réglé. G de U2, c'est G de U, c'est-à-dire G rongé de U, c'est-à-dire U1. Et G de U3, c'est G de U, donc U2. D'où la matrice de B, la matrice de B, non, la matrice de G dans la base B3, c'est 0, 0, 0. Ensuite U2, donc c'est 1, 0, 0 et 0, 1, 0. C'est-à-dire cette matrice-là, est-ce qu'on lui avait donné un nom auparavant? Ça me dit quelque chose. Peut-être pas. Bon, on va la laisser comme ça. Au pire, on retrouvera son nom plus tard, si jamais on en a besoin. Je regarde pas la bonne page. Question D. Calculer n carré moins n et en déduire que les matrices n et n carré moins n sont semblables. N carré moins n. Alors, qu'est-ce que c'est que n carré déjà? C'est la matrice avec un 1 moins la matrice n, c'est quoi? Il commence à y en avoir beaucoup des matrices. Moins 1 et 1. C'est-à-dire 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. C'est-à-dire la matrice de G dans la base B3. Ok. Et la matrice de G, c'est l'endomorphisme, donc G a pour matrice n dans la base canonique. Et n carré moins n dans la base B3. N carré moins n et n sont donc les matrices d'un même endomorphisme dans deux bases différentes. Elles sont donc semblables. N carré moins n et n sont donc semblables. Dernière question. Montrer que les matrices T et T-1 sont semblables. Évidemment, si on nous a fait travailler avec n, c'est pas par hasard. Quel est le lien entre T et n? Eh bien, T est égal à n plus I3. On sait aussi que T-1 est égal à I3
moins n plus n carré, c'est-à-dire n carré moins n plus i3. Or, n et n carré moins n sont semblables. N et n carré moins n sont semblables. Donc, il existe une matrice P inversible telle que n est égal à P n carré moins n P moins 1. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'on va avoir? Remarquons également que PI3 P-1 est égal à P-P-1 est égal à I3. D'où T-1 est égal à, si je multiplie, je vais avoir P-T-1 P-1 est égal à P n carré moins n plus I3 P-1, c'est-à-dire à P n carré moins n P-1 plus I3, c'est-à-dire P, n plus I3, puisque Pn carré moins 1, ça c'est n plus I3, et n plus I3, c'était T et T moins 1 sont donc semblables. Ce qui me fait dire qu'il y avait sans doute moyen de faire plus simple dans des questions que j'ai faites auparavant, mais mes solutions fonctionnent. Voilà pour ce deuxième exercice, ce deuxième exercice de ce devoir.